Comme qui dirait, mieux vaut tard que jamais. Qu'est-ce que disait un grand philosophe déjà? Un magicien n'est jamais en retard. Alors oui, c'est vrai, le temps est passé, mais je ne pouvais pas poursuivre mon année sans vous avoir parlé de mes meilleures lectures de l'année 2025, et surtout que j'ai eu une plutôt bonne année de lecture en 2025. Moyenne, je dirais, mais moyenne haute, ce qui est déjà mieux que d'autres années. Comme vous le savez sûrement, c'est assez difficile pour moi de trouver des grands coups de cœur, surtout parce que pour moi, les coups de cœur, c'est vraiment les livres qui chamboulent ma vie, sauf que faut que j'apprenne que les coups de cœur, ça peut aussi être juste des excellentes lectures, mais qui ne sont pas life and mind changing, parce qu'ici on est bilingue apparemment. En 2025, j'ai pas eu énormément de coups de cœur, ça va surtout être le premier et le deuxième livre, dont je vais vous parler évidemment en fin de vidéo, parce que je vais vous mentionner les livres en ordre décroissant. Mais si ces lectures figurent dans cette vidéo, c'est que ce sont des lectures que je vous recommande, qui ont été excellentes, qui m'ont fait passer un très bon moment et dont tout simplement j'avais envie de parler en vidéo et de vous recommander. J'oublie le plus important, n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo. Si l'un des livres que je mentionne au cours de cette vidéo vous donne envie, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me ferait énormément plaisir. Et si vous avez lu l'un de ces livres, que vous l'avez aimé ou pas aimé, eh bien n'hésitez pas. Allez, venez en commentaire, on en discute ensemble. Pour commencer cette vidéo en beauté, je voulais vous présenter 2 mentions honorables. Alors pourquoi mention honorable et pas dans le top? C'est tout simplement psychologique. Je ne me voyais pas mettre ces 2 bandes dessinées, d'ailleurs, ces 2 bandes dessinées, je me voyais pas mettre ces 2 livres dans le top. Ça n'a pas été suffisamment d'excellentes lectures marquantes pour faire partie de mon top, mais en même temps je voulais quand même en parler parce que ça a été d'excellentes lectures que je recommande, et voilà, comme ça on commence la vidéo en beauté, c'est quand même 2 super lectures. Le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Adieu mon royaume de Marcel Chorijan. Je sais pas pour vous, mais personnellement, je n'avais jamais entendu parler de cette BD avant, que ce soit sur les applis de lecture, sur Instagram, nulle part, sur YouTube. Je n'en avais jamais entendu parler. Un beau jour, j'arrive à Easy Cash et au loin, dans le rayon bande dessinée, il y a cette couverture qui ressort avec cette couleur absolument magnifique et assez éclatante. Et tout de suite, j'ai été attirée, non seulement par rapport à la couleur, mais aussi parce que c'est totalement mon style de dessin. Et aussi, le titre est très intriguant, je trouve. Donc, j'ai feuilleté la bande dessinée et je me suis dit, allez, je vais me laisser tenter. Et en vrai, aussitôt acheté, aussitôt lu. C'est une bande dessinée qu'il est difficile de résumer parce qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge. On va suivre des moments de vie de différents personnages. Une sorcière, une vagabonde, une chevalière, un élève, un fou, c'est comme ça qu'il est nommé, une bête qui est un loup. On va suivre des moments de leur vie. Et à la fin, ces personnages vont se croiser et se retrouver liés. L'histoire, ou plutôt les histoires, se passe dans une ambiance médiévale. Il n'y a pas de temporalité déterminée. Alors déjà, ce qu'on peut dire de cette bande dessinée, c'est que c'est une œuvre d'art. Je vais ouvrir au hasard et vous allez voir. Par exemple, il y a une page notamment, je me souviens, j'ai passé tellement de temps dessus à regarder chaque détail. Ah oui, c'est celle-ci. On est dans la chambre de la créatrice et regardez le travail du décor. Et chaque personnage a sa propre palette de couleurs. Par exemple, la créatrice, c'est une palette de couleurs rouille. La sorcière, c'est cette palette de couleurs bleutée, un peu violet. Pour le personnage de l'élève, on a du rose. Regardez-moi ce jaune. Ce jaune est absolument magnifique. Le dessin est tellement travaillé, tellement détaillé. Étant donné qu'il n'y a pas de fil rouge, je trouve que c'est une bande dessinée qui est plus faite pour être ressentie que vraiment comprise. C'est-à-dire que moi, au cours de ma lecture, j'ai trouvé que c'était assez conceptuel, assez flou, et évidemment à la fin les destins se rejoignent, donc on comprend plus de choses, mais je pense que c'est une BD, si vous voulez vraiment l'apprécier à sa juste valeur, faut vraiment se laisser porter. Et notamment ce côté flou, il se retranscrit aussi au travers du texte. Il y a des phrases qui sont absolument magnifiques et poétiques, notamment il y a une phrase qui m'a marquée. Je crois que c'est dans le chapitre de la bête. J'ai eu le malheur de naître 2 fois, j'ai eu le malheur d'avoir 2 mères, ma mère au village et ma mère à la forêt, et aucune ne m'a aimé assez pour ne pas vouloir me changer. Quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh. Mais comme vous pouvez le voir, le texte est assez opaque, assez flou. Même dans le texte, il n'y a pas vraiment de fil rouge, et donc ça rajoute au côté mystique et mélancolique de l'œuvre, et atmosphérique,
Mais c'est vrai que tout ça, ça fait que l'œuvre est quand même pas très concrète. Et moi je pense que c'est juste ça qui m'a manqué. Je suis une lectrice qui a besoin d'enjeux, qui a besoin d'un fil rouge qui me tienne, sinon j'ai un peu de mal. Mais même si c'était flou et opaque, j'ai quand même adoré cette BD, que ce soit pour le dessin et les couleurs absolument magnifiques, mais même au-delà de ça, c'était quand même tellement mélancolique et tellement beau au niveau du texte et même au niveau des actions, des événements qui se déroulent. Ça a été une super découverte, je suis trop contente d'avoir été tentée, de l'avoir achetée et de pouvoir la présenter dans ma bibliothèque. La deuxième mention honorable que je voulais vous présenter, c'est également une BD, c'est Je pense que j'en aurais pas, de Catherine Gauthier. Dans cette BD, Catherine Gauthier nous livre son témoignage, ses réflexions, le récit de sa vie dans son acceptation du fait qu'elle ne sera jamais mère. C'est une BD que j'ai trouvée à la fois douce et en même temps très honnête et vulnérable et intimiste. Et au-delà du récit de vie de Catherine Gauthier, la BD est également enrichie par le témoignage d'autres femmes qui ne sont pas mères pour mille et une raisons. J'ai trouvé que les réflexions, les questionnements et les doutes que Catherine Gauthier transpose dans cette bande dessinée sont emplis de justesse. La non-maternité, le fait de ne pas être mère, c'est un sujet qui peut être délicat. Et là, j'ai trouvé qu'il était traité justement avec énormément de délicatesse. Parce qu'en fait, le fait de ne pas être mère, c'est autant une douleur qu'une libération. Pour certaines personnes, c'est plus une libération qu'une douleur. Pour d'autres personnes, c'est plus une douleur qu'une libération. Et pour certaines personnes, c'est 50-50. C'est une douleur et une libération à la fois. Et j'ai trouvé que la complexité de l'acceptation de ne pas être mère était vraiment très bien traitée par rapport à ça, à cette dualité. Et pour certaines personnes, évidemment, c'est pas vraiment une dualité, c'est je choisis de pas être mère et c'est une libération, point. Et pour d'autres personnes, c'est totalement une douleur. Et tout ça, c'est vraiment hyper bien retranscrit dans cette bande dessinée. Et ça, notamment, grâce au fait qu'on n'a pas seulement le témoignage de Catherine Gauthier, mais aussi de beaucoup d'autres personnes. Ça ajoutait quelque chose en plus qui montre à quel point le fait de pas être mère, c'est vraiment quelque chose qui est universel et où tout le monde a ses raisons. Évidemment, je peux pas mentionner cette bande dessinée sans parler du dessin. Je ne sais pas comment Catherine Gauthier a fait. Je sais pas si c'est à main levée ou si c'est du calque de photos. En tout cas, je vais essayer de vous trouver des images sur Google que je vais vous mettre ici parce que c'est une bande dessinée que j'ai empruntée à la médiathèque. Vive le service public, vive les médiathèques. Et à chaque fois que je tournais une page, j'avais l'excitation de savoir quel serait le prochain dessin, comment serait aménagée la prochaine page, tellement c'était beau, un dessin tellement précis et délicat. En fait, au travers du dessin, c'est à la fois honnête, vulnérable et doux. Autant au travers du texte que du dessin, en fait, je trouve ça incroyable. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et je me suis retrouvée dans pas mal de passages, pas mal de réflexions que nous partage Catherine Gauthier. Par contre, j'avoue que je m'attendais à ce que ça aille un peu plus loin. C'est vrai que j'avais parfois l'impression que le propos et les réflexions restaient en surface et à la fin, je suis un peu restée sur ma faim parce que je trouve que le cheminement est quand même assez prévisible, la fin, ce qui se passe. Je pense que quand on ouvre la BD, on s'y attend. Et ça veut pas dire que c'est mal parce que c'est l'expérience de Catherine Gauthier et en plus, on peut trouver un refuge dans cette bande dessinée, notamment avec cette fin qui est très... voilà, le propos c'est clairement on peut être une femme et une personne entière sans manquement, même si on n'a pas d'enfant. Mais c'est vrai que moi il m'a manqué quelque chose, j'aurais bien aimé que les réflexions aillent plus loin. En fait je pense que ça dépend ce que vous recherchez en vous lançant dans cette BD. Si la question de la maternité vous travaille déjà, si vous y avez déjà pensé, cette bande dessinée va peut-être pas vous apporter grand chose au niveau de la réflexion, au niveau du questionnement. Par contre, ça va être totalement un refuge et vous allez vous sentir beaucoup moins seul. Par contre, si vous êtes une personne que la question de la maternité n'a jamais effleuré, si vous vous êtes jamais posé la question de est-ce que je vais être parent ou pas, et bien peut-être que ça peut vous apporter de la matière à votre réflexion. Moi, c'est une bande dessinée que je vous conseille dans tous les cas, que vous y ayez réfléchi ou pas, mais si c'est une question à laquelle vous avez déjà réfléchi, vous pouvez vous dire toutes ces réflexions, je les ai déjà eues, ça m'apporte pas grand-chose, et c'est vrai que moi, c'est ça que j'ai ressenti. C'est surtout une œuvre sur l'acceptation qu'on ne sera pas mère. Et moi, en fait, ce que je recherche, c'est une œuvre sur l'hésitation et le doute quant au fait d'être mère. Voilà, parce que c'est un questionnement que j'ai, et surtout maintenant que je me rapproche de la trentaine, voilà, je vais être honnête avec vous. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé, dans cette bande dessinée, trouver
le moment où on hésite, où on sait pas. Et là, dans cette BD, c'est pas vraiment ça que j'ai trouvé, c'est plutôt, bah voilà, j'accepte que le moment est passé, que je serai jamais mère. Et comme c'était pas 100% ce que je cherchais, évidemment, je suis un peu restée sur ma faim, mais ça n'en reste pas moins une excellente lecture que je conseille, et c'est pour ça qu'elle est dans cette vidéo. Si vous connaissez des œuvres qui parlent de ce moment d'hésitation, de toutes les questions qu'on se pose, est-ce que je serai mère, est-ce que je ne serai pas, ou chaque jour on change d'avis, dites-moi, parce que moi ça m'intéresse fortement. Je crois que j'ai vu passer, sur Goodreads, j'ai vu passer une BD qui parle de ça, et je crois vraiment que ça parle du moment d'hésitation. Ça y est, on entre enfin dans le top de mes lectures 2025. Et on commence avec ma 9e lecture préférée de l'année, qui est un livre totalement inattendu. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il soit dans ce top, mais écoutez, j'en suis ravie. C'est The Seven Year Sleep de Ashley Poston. Oui, d'ailleurs, petite précision, maintenant dans mes vidéos, je vais vous mettre les livres dans leur version française. Si jamais vous voyez une couverture en anglais, c'est que le livre n'a pas encore été traduit. Donc là, The Seven Year Sleep, j'en sais rien. Voilà, c'est le mystère. Est-ce qu'il est traduit ou pas? La Solène du montage le verra. J'ai lu The Dead Romantics, de la même autrice, Ashley Poston, que je n'ai pas du tout aimé. J'ai quand même essayé de donner une seconde chance à l'autrice. Je cherchais un livre audio, je cherchais une romance, quelque chose d'un peu facile à écouter. Et surtout, je voulais lire The Seven Year Sleep parce que le concept de l'histoire m'intriguait. On suit Clémentine qui a perdu sa tante qu'elle adorait, avec qui elle avait un lien indéfectible, et elle va vivre dans son appartement. Alors, peut-être que je sais plus exactement le résumé, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Au pire, comme ça vous fait des spoilers en moins. Donc, elle va vivre dans l'appartement de sa tante. Et en fait, cet appartement est magique, parce que Ashley Poston, à chaque fois, ses livres portent sur un concept de réalisme magique. En gros, Iwan et Clémentine sont dans le même appartement, mais à des temporalités différentes, dans une différence de 7 ans. C'est-à-dire que par exemple, Clémentine, elle est en 2018, admettons, et Iwan, lui, il est en 2011. Mais dans l'appartement, ils se retrouvent, ils sont ensemble, mais quand ils sortent chacun de l'appartement, eh bien, Iwan, il va être en 2011 et Clémentine en 2018. Je sais pas si c'est clair, vraiment, je me suis perdue à essayer d'expliquer le concept. Pour tout vous avouer, au départ, ça partait mal. J'ai mis 40% à vraiment entrer dans l'histoire. Et pendant ces 40%, j'ai hésité plusieurs fois à l'abandonner. Donc, vraiment, des fois, faut quand même essayer de tenir un peu. Déjà parce que Ashley Poston fait quelque chose qui m'agace profondément, c'est-à-dire qu'à chaque fois dans ses livres, alors j'abuse, j'en ai lu 2, peut-être que dans ses autres livres elle fait pas ça, mais en tout cas dans les 2 livres que j'ai lus d'elle, les personnages sont attirés l'un par l'autre en 2 secondes et demie. J'ai besoin de slow burn, donnez-moi du slow burn s'il vous plaît. Et surtout ce que j'ai noté dans ce livre, c'est que Clémentine, elle va beaucoup plus parler du physique d'Iwan que de sa personnalité. Par exemple, quand il lui manque, elle va dire « Oh, ses cheveux, son sourire », bah, il n'y a pas que ça, quoi. J'espère qu'il te fait rire, qu'il est gentil, qu'il a d'autres qualités quand même que juste son sourire ou quoi que ce soit. Et aussi, Ashley Poston a réussi à faire en sorte qu'un mot devienne ma némésis. Le mot warm, pas ver de terre, hein, mais chaud, chaleureux, tout ça. En un seul chapitre, il pouvait être répété 3 fois. Et les chapitres, ils durent pas 40 pages non plus. À la fin du bouquin, je pouvais plus voir le mot warm en peinture. Pitié, combien de fois c'est répété « It's so warm »,« It's so warm », mais tout le temps. Mais Madame Ashley Poston, est-ce que vous connaissez l'existence de synonymo.com? Ouvrez un dictionnaire de synonymes, ce n'est pas possible. Mais, parce qu'il y a un mais, il fait quand même partie de cette vidéo, à partir des 40%, je me suis sentie beaucoup plus impliquée dans l'histoire parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux qui se mettent en place. Je vais pas tous vous les citer pour pas vous spoiler, mais il y a un enjeu dans la storyline de Clémentine, il y a un enjeu aussi dans la storyline d'Iwan, et aussi il y a un enjeu dans leur couple à tous les deux. Et aussi de manière générale, j'ai beaucoup aimé la construction de l'histoire, les allers-retours entre le passé et le présent avec ces 7 ans de différence. J'ai trouvé que c'était bien amené et que ça apportait quand même un dynamisme à l'histoire, et surtout j'ai beaucoup aimé les messages qui sont portés. Il y a pas mal de messages et de propos, de réflexions sur le deuil. Je vais en parler juste après, mais le deuil, c'est vraiment l'une des parties les plus importantes de l'histoire et de l'histoire du personnage de Clémentine. Et ça parle aussi des rêves qu'on a quand on est petit et quand on grandit, on les laisse un peu de côté. Ça parle de plein de choses comme ça que j'ai trouvé très chouette. C'est vrai que c'est un gros point positif dans le travail d'Ashley Poston et notamment dans The Seven Year Sleep, c'est que je trouve qu'elle adresse le deuil avec tellement de justesse, mais aussi de délicatesse.
C'est-à-dire que dans The 7-Year Sleep, il est fait mention de suicide. Je vais pas trop m'épancher sur le sujet, si ça vous trigger, vous pouvez passer 30 petites secondes. À chaque fois qu'il en est fait mention dans une œuvre, je fais super attention parce que très facilement, et j'ai pu l'entendre et vous aussi sûrement, des personnes vont se permettre de dire des choses sur les personnes qui sont suicidées, qui sont absolument irrespectueuses et horribles. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire par rapport à l'égoïsme, tout ça. Et ça, c'est un truc avec moi, ça passe pas du tout. Et franchement, j'ai trouvé que Ashley Poston en parlait très bien, avec à la fois vulnérabilité et justesse et délicatesse. Je vais vous lire une phrase notamment que j'ai trouvé absolument sublime et en même temps juste, et je trouve que ça résume bien comment ce sujet est traité dans ce texte. It was the kind of pain that existed because once upon a time, so did she. Aussi, ce que j'ai trouvé, contrairement à The Dead Romantics, c'est que Ewan et Clementine sont certes attirés l'un par l'autre beaucoup trop vite, mais contrairement à The Dead Romantics, ils discutent, ils prennent vraiment le temps de se connaître. Il y a vraiment de longs dialogues où ils apprennent à connaître leur goût, leur enfance, juste qui ils sont. Donc même s'il y a l'attirance physique, au moins après quand ils tombent amoureux, on comprend pourquoi. Ils se connaissent vraiment. Tout simplement, ce que je peux dire de manière générale sur The 7-Year Sleep, c'est que c'est un livre qui me paraît complet. Parce qu'on suit non seulement une histoire d'amour, mais on suit également des quêtes d'identité. La quête d'identité à travers l'emploi, mais aussi la quête d'identité à travers qui on est au-delà de l'emploi. Et on suit aussi le processus du deuil. À la fin, tous les sujets sont bouclés. Il y a une conclusion sur tout. Surtout, j'ai trouvé qu'Ashley Poston, elle manie super bien le mélange histoire d'amour, deuil, réalisme magique. Tout ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien construit, hyper bien amené et surtout super bien traité. Alors c'est sûr que des choses auraient pu être approfondies, des moments auraient pu être un petit peu moins gênants. Je trouve que dans les romans, il y a toujours des moments comme ça un peu rigolos, mais moi je trouve ça un peu cringe. Bon, après ça c'est mes goûts personnels. Et aussi le concept de l'appartement magique, au bout d'un moment ça passe un peu sous le tapis, je pense que ça aurait pu aller un peu plus loin, mais ça reste quand même une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. Et pourtant je suis assez difficile je trouve en romance, donc franchement je vous la conseille. Pour ma lecture préférée numéro 8 de l'année, on retourne du côté des bandes dessinées avec Des mots à dire de Béa Lema. Alors déjà, l'art de cette bande dessinée, parlons-en. Béa Lema travaille dans cette bande dessinée au feutre et à la broderie. Et ça fait que chaque page est une œuvre d'art à elle toute seule. À chaque page que je tournais, je ressentais cette petite excitation à l'idée de voir la prochaine page qui allait être exposée devant moi. Et surtout, ce que j'adore, c'est que le style de dessin et la broderie utilisés dans cette bande dessinée, c'est que ça résonne avec l'histoire. Des mots à dire retrace l'enfance de Vera et la vie de sa famille qui est marquée par les troubles mentaux de sa mère. Et aussi et surtout, c'est une bande dessinée qui parle de la relation entre Vera et sa mère, et donc le fait que la broderie soit utilisée et que le dessin ait une vibe très enfantine avec des personnages avec des visages très ronds et que ce soit au feutre. On a vraiment l'impression que c'est une petite fille qui nous raconte son histoire et ça rend le tout encore plus émouvant et frappant. Et puis aussi tout simplement la mise en page. Bon, c'est encore une fois une bande dessinée que j'ai empruntée à la médiathèque. Vous commencez à être habitué. Donc je vais essayer de trouver sur Google des pages, des planches de cette bande dessinée, mais la mise en page, c'est tellement inventif et c'est aussi... ça fourmille de détails. Et aussi du côté du scénario, c'est également très fort. C'est une histoire évidemment par rapport à ces thèmes très forte. Et aussi il y a des moments où on suit l'enfance de la mère de Vera et c'est des moments pareils qui sont très très forts. Ce que j'adore aussi dans cette BD, c'est le contraste parce que des fois il y a des pages au feutre ou à la broderie donc qui sont des formats très doux, qui font cosy, qui sont relatifs à l'enfance, et pourtant il y a des pages qui sont très sombres, et ce contraste-là est tellement fort. Et oui, c'est une BD qui est très forte émotionnellement, très touchante, très vulnérable, et juste et sensible. Après, j'avoue que quelques pages de plus n'auraient pas été de trop. J'ai trouvé notamment que les dernières pages étaient un peu expéditives, j'aurais bien aimé un peu plus d'approfondissement. Et notamment à la fin, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de conclusion. Ça reste une BD qui frôle le 5 étoiles. J'ai même mis 5 étoiles sur Goodreads. C'est une bande dessinée que je recommande, que je conseille, que ce soit par rapport au travail de Béa Lema, parce que la broderie, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, mais c'est tellement plein de détails, c'est tellement beau à voir, et en plus l'histoire est tellement forte et en même temps tendre, et en même temps il y a des passages qui sont vraiment très sombres.
Il y a ce mélange comme ça, sombre et doux à la fois. Moi j'adore le contraste comme ça dans les bandes dessinées, et surtout le traitement de la mère de Vera avec ses troubles mentaux qui forcément ne sont pas toujours pris au sérieux et bien pris en charge. Et même si à la fin évidemment il y a une touche d'espoir, c'est une BD que je recommande fortement. Pour le livre numéro 7, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. C'était lors du vlog où j'essaye de lire le plus possible avant de faire un vide-grenier et de vendre des livres. Et pendant cette vidéo, j'ai lu Soleil amer de Lilia Hassen. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un livre qui m'a marqué dans le sens où, durant l'année, il y a plusieurs moments où j'y ai repensé. Alors, c'est pas un livre qui m'a marqué à vie, c'est pas un livre inoubliable, mais je sens que l'histoire m'a quand même beaucoup touchée au point que, à certains moments, je puisse y repenser en étant un peu déprimée. C'est vrai que c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui est empreinte d'une tristesse et d'une colère sociale que je trouve importante à partager. Alors après, il y a quelque chose quand même qui me tient à cœur de dire, c'est que ce livre parle de l'histoire de l'Algérie et de personnes algériennes, et je ne suis pas algérienne, je ne suis pas d'origine algérienne, donc je peux pas vous dire que ce livre est d'une justesse incroyable, je ne peux pas le dire, je ne vais pas me permettre de le dire, donc peut-être qu'il y a des aspects qui sont faux ou problématiques. J'ai essayé de regarder des avis Goodreads et en fait j'ai trouvé des avis divergents. Il y a des personnes qui vont dire que c'est très juste et très fort, d'autres personnes qui vont dire que c'est fataliste, parce que c'est vrai que dans ce livre, et c'est ce que j'ai à lui reprocher, il y a un côté fataliste dans ce livre, c'est sûr. Et donc ce côté fataliste peut être stéréotypé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ce qui m'a plu dans ce livre et ce qui m'a touché dans ce livre. Et déjà, ce livre à la base, c'est ma tasse de thé. C'est une fresque familiale qui se passe sur plus de 30 ans, qui mêle intime et politique. Et ça, c'est vraiment mon genre de livre. Et notamment dans le vlog, je le comparais. Alors, comparer, c'est un grand mot parce que rien à voir, mais vraiment dans ce côté plusieurs générations, relations intrafamiliales, relations amicales, pendant plusieurs années, qui mêlent intime et politique. Voilà, c'est les seules choses où on peut les comparer, mais ça m'a fait beaucoup penser à L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, et en plus je venais de lire le tome 3 et après j'ai lu ça. L'histoire de ce livre commence dans les années 60 et on va suivre deux familles qui sont liées parce que les deux pères sont frères. Il y a un lien comme ça avec l'oncle, tout ça. Donc on suit deux familles, deux parents avec des enfants et deux parents avec des enfants qui sont liés par un secret. Et je ne vais pas vous en dire plus. De l'âge d'or des cités HLM à leur abandon progressif, ce roman intense raconte le poids d'un mensonge porté par une famille pendant 3 générations entre l'Algérie et la France. C'est un parfait résumé de l'histoire de ce livre sans en dire trop. C'est un récit doux amer qui est traversé par une multitude de sujets sociopolitiques parce qu'on parle de racisme, de mépris de classe, de lutte des classes, et on parle aussi de conditions des femmes et de patriarcat. Et il y a aussi un sujet qui suit les personnages du début jusqu'à la fin du roman, qui est la dualité de l'identité, parce que les personnages se sentent trop algériens en France et en même temps quand ils sont en Algérie ils se sentent trop français. L'histoire est ancrée dans le réel parce qu'on parle de véritables décisions politiques que le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing a mises en place, et on voit leur impact sur la vie des personnages. C'est-à-dire que c'est très concret, on voit vraiment à quel point certaines décisions bousculent, chamboulent et détruisent en quelque sorte la vie des personnages. C'est un texte duquel j'ai beaucoup retiré, que ce soit les réflexions des personnages par rapport à leurs conditions, par rapport au racisme et au mépris de classe qu'ils subissent, de manière générale de la violence qu'ils subissent, que ce soit de la part des autres, de ceux qu'ils croisent, mais aussi de la société et du gouvernement de manière générale. Et notamment, comme le mentionnent les dernières phrases du résumé que je vous ai lu, c'est un livre qui parle aussi des cités HLM, et notamment le fait qu'au début, les HLM ont été créés pour justement créer de la mixité sociale. En fait, dans les HLM, au début, il y avait différentes classes sociales. Et au final, suite à certaines décisions gouvernementales, les cités HLM ont été de plus en plus abandonnées. Moi, j'adore ce genre de texte où, à la fois, tu es porté par une histoire, tu es touché par les personnages, par ce qui leur arrive, par leurs réflexions, et en même temps, tu apprends des choses sur la société, sur l'histoire, des choses qui se sont réellement déroulées. C'est un livre qui est enrichissant. Ce que je trouve super dommage avec ce livre, c'est que on n'a que ça.
On a 200 pages en poche, même pas 200 pages en poche. Je trouve que le texte est trop concis et resserré. Là, tout ce que je vous ai raconté, 30 ans qui se passent, on suit 2 familles, donc il y a combien de personnages? Je l'ai écrit dans mon avis Goodreads. On suit l'histoire de 9 personnages, donc 4 parents et 5 enfants. Donc ça fait énormément de personnages. On parle de décisions gouvernementales, etc. En moins de 200 pages, ça fait que tout est concis, tout est très resserré. Et je trouve ça trop dommage. D'un coup, on est avec tel personnage qui fait ci, et puis après, on est avec tel personnage qui fait ça. Et en fait, on passe vraiment de scène en scène, et ça fait qu'on n'est pas vraiment plongé à 100% avec les personnages. Et puis surtout, je pense qu'il y a plein d'aspects qui n'ont pas été assez approfondis. Et en fait, même ce qui est super dommage, c'est qu'en le lisant, t'as un peu l'impression que c'est un premier jet, pas dans le sens où c'est mal écrit, parce que d'ailleurs je trouve que Lilia Hassen écrit super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, mais un peu, vous savez, quand on écrit un premier jet, on sait qu'on va repasser dessus et qu'on rajoutera des scènes. Et là, ça m'a vraiment donné cette sensation. Et c'est super dommage, parce que vraiment avec des pages en plus, avec plus d'approfondissement, j'aurais pu encore plus m'attacher au personnage, et ça aurait pu vraiment être un grand bouleversement. Évidemment, c'est un livre qui fait partie de cette vidéo, donc c'est quand même un livre que je vous recommande, malgré ce que je vous ai dit en début, en préambule, et ce côté fataliste. La fin est triste, et c'est vrai que je me demande si c'était vraiment la peine d'aller aussi loin, notamment pour un personnage, pour ces thèmes importants et pour les réflexions, et pour ce côté riche et en même temps brut et toute la violence qu'il décrit. Et en même temps, c'est un récit qui est quand même très, très mélancolique et beau parfois, parce qu'il y a quand même à certains moments des petites touches d'espoir. C'est quand même un roman que je vous recommande. Ensuite, on passe au livre numéro 6 et je voulais vous parler de La Mouette d'Anton Tchekhov. J'ai découvert un banger de A à Z. Mais surtout, pourquoi je ne l'ai pas lu avant? J'avais jamais lu Tchekhov avant, alors que je fais quand même du théâtre depuis pas mal d'années. Et en fait, tout simplement, c'est ma prof de théâtre qui nous a mentionné La Mouette. Grosso modo, c'est un texte qui parle de précarité et du rêve de devenir actrice et de faire du théâtre. Grosso modo, hein, il y a plein d'autres thèmes, je vais vous en parler après. Et moi, il se trouve que j'ai écrit un roman qui, grosso modo, pareil, parce qu'il y a d'autres thèmes, mais qui traite de précarité et du rêve de fouler les planches et d'être une grande actrice de théâtre. Et donc, je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire avec ça, il faut que je me penche sur La Mouette. Et j'ai découvert un banger, gros banger, j'ai adoré de A à Z. Alors déjà, sûrement parce que les thèmes me parlent. Dans La Mouette, vous allez suivre un panel de personnages qui, chacun, a ses propres enjeux et sa propre histoire. Donc c'est un peu compliqué de faire un résumé vraiment complet, et de toute façon, je préfère que vous commenciez ce texte, déjà qui est très court, c'est une pièce de théâtre qui est quand même assez courte, qui fait une centaine de pages, je sais même pas, je l'ai lu. Alors que je suis une lectrice lente, je l'ai lu en très peu de temps. On a le personnage de Nina, dont le rêve est de devenir une grande actrice. Et qui va se retrouver avec pas mal d'obstacles sur son chemin. Et on va aussi suivre en parallèle le personnage de Treplev qui, lui, écrit des pièces de théâtre et dont la mère est une grande actrice qui ne reconnaît pas son talent. Et aussi à côté, on a le personnage de Trigorine qui, lui, est un grand écrivain qui a beaucoup de succès, qui est très célèbre. Et voilà, je n'en dis pas plus, mais il y a des dynamiques entre ces différents personnages, des enjeux, et il y a aussi d'autres personnages qui traitent de plein d'autres enjeux, mais voilà, un peu grosso modo le déroulé du récit. Forcément, moi c'est ça qui m'a beaucoup plu dans La Mouette, c'est que en très peu de pages, Anton Tchekhov, il traite d'une multitude de sujets et d'enjeux qui se complètent et se rejoignent parfaitement. Déjà, ça parle de l'art, ça parle du but de l'art, ça parle de la quête de reconnaissance, que ce soit par le grand public de manière générale, mais aussi et surtout de la part de nos proches, des personnes qu'on estime et qu'on admire, mais aussi et surtout la quête de reconnaissance envers soi-même. Ça parle aussi de la quête de la célébrité, mais également de l'envers du décor de la célébrité. Ça parle aussi de désillusion. Tous les personnages à un moment donné se retrouvent désillusionnés. Je trouve que ça parle aussi de l'opposition nature-culture, mais ça c'est mon thème dada, donc je le vois peut-être un peu partout. Et aussi et surtout, l'un des thèmes principaux de La Mouette, c'est l'amour. Les personnages sont toutes et tous traversés par la passion amoureuse à un moment donné. Pour le meilleur ou pour le pire, j'ai envie de dire. Je trouve que l'une des plus grandes forces de La Mouette, ce sont ses personnages. Ils
paraissent tellement humains en si peu de pages. Ils sont à la fois emplis d'espoir et en même temps ils sont tellement sombres et déprimés. Il y a des moments où je rigolais, mais parce qu'il disait des trucs totalement déprimants, mais je pense que c'était le but de Tchekhov. Parce que ce qu'on ressent quand on lit un texte, souvent c'est le but de l'auteur. C'est vraiment pour moi l'illustration parfaite d'une tragicomédie. La balance entre tragédie et comédie est hyper bien maîtrisée, avec un humour qui est sombre et grinçant à la fois. Les personnages, ils sont toutes et tous à la recherche de quelque chose de grandiose, mais ils ne voient pas ce qu'ils ont déjà dans leurs mains. Et ça, est-ce qu'il y a une meilleure illustration de l'être humain que ça? Je pense que là, tout ce que je vous dis, c'est même pas assez approfondi. Je pense qu'il y a tellement d'enjeux et de clés de lecture que j'ai pas vues et qu'avec des analyses, je saurais mieux remarquer dans ce texte. Je pense que pour tout ce que je vous ai dit, c'est une pièce qui peut plaire à tout le monde. Et en même temps, moi je pense que ça m'a parlé parce que les sujets dont traite cette pièce de théâtre, c'est totalement mes sujets phares. Tout ce qui a trait à la célébrité, à la quête de gloire, la quête de reconnaissance, en même temps c'est plein d'espoir, en même temps c'est sombre. La précarité, c'est une pièce qui traite de la précarité, du fait de vouloir se lancer, mais en même temps d'être trop précaire. Voilà, moi c'est totalement les sujets que j'aime. Maintenant je vais vous parler de mon livre préféré numéro 5. Alors comme vous le voyez, numéro 5, 6, 7, en vrai c'est un peu mélangé. La Mouette aurait pu être en 5e ou 4e place en soi. Mais bon, à un moment donné j'ai fait mon classement tel quel, donc on va le laisser tel quel. En 5e position, j'ai mis Rien n'est noir de Claire Berest. Dans Rien n'est noir, Claire Berest retrace le destin de Frida Kahlo et elle se concentre beaucoup sur la relation entre Frida Kahlo et Diego Rivera. Je tiens à dire qu'au début, c'était pas gagné parce que j'ai mis un peu de temps à m'habituer à l'écriture de Claire Berest. C'est pas le style d'écriture que j'ai l'habitude de lire. Déjà, je trouve qu'elle a un style riche, le vocabulaire est riche, et surtout c'est une écriture qui va vite, qui saute, qui est pétillante, ça va un peu dans tous les sens. Et moi au début, pas du tout habituée à ce style d'écriture, j'ai eu du mal à rentrer dedans, je me suis même dit est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que je vais vraiment apprécier? Au final, l'écriture de Claire Berest a su totalement me charmer, et surtout c'est une écriture, comment parler de Frida Kahlo autrement qu'à travers de cette écriture colorée et tellement vive et pétillante. Et en fait je me suis faite une réflexion. Quand j'ai refermé ce livre, je me suis dit toutes les biographies devraient être écrites de cette manière. Cette écriture, elle a permis de rendre Frida tellement vivante. Moi, j'avais l'impression de suivre vraiment sa vie, d'être à ses côtés. Et elle paraissait tellement humaine, sous toutes ses coutures, sous tous les détails, dans tous ses défauts, dans toutes ses qualités, dans toutes ses habitudes. Ça m'a tellement plu de suivre cette grande figure que j'admire depuis tellement de temps, qui est Frida Kahlo, et de la voir être humaine. C'était tellement émouvant, tellement fort, tellement puissant de se rappeler que tous ces grands artistes, en fait, c'est des êtres humains comme nous. Et ça, je trouve, c'est vraiment la grande force de ce roman, c'est cette écriture qui a su rendre Frida vivante et pleine de vie et tellement pétillante et colorée. C'est une biographie vivante et humaine, pleine de vie, tout en nuances et émouvante souvent, parfois. Notamment à la fin, j'ai lâché quelques petites larmes, notamment lors d'une phrase. Bon, alors c'est Diego Rivera qui l'a dit, mais j'avoue, ça m'a fait quand même lâcher des petites larmes. Est-ce que je vous la lis, la phrase? Je vous la lis pas, je préfère vous la laisser découvrir. Mais vraiment, à la fin, il y a une phrase. Oh, j'ai fondu en larmes, vraiment, ça m'a... Cette phrase m'a tuée. Je trouve quand même que c'est un livre qui n'est pas non plus exempt de défauts. Notamment, je trouve que le récit est plutôt décousu. Et surtout, le point qui m'a le plus gonflé, c'est que j'aurais beaucoup aimé que Diego Rivera prenne beaucoup moins de place dans ce texte. Après, j'étais prévenue dès le début, notamment on peut le voir au travers de la couverture, ce n'est pas une biographie qui est centrée sur Frida Kahlo, c'est, oui, on suit Frida Kahlo souvent à des moments en tant qu'artiste, en tant que femme, par elle-même, mais c'est aussi et surtout sur la relation entre Frida Kahlo et Diego Rivera. Donc j'étais quand même prévenue dès le début, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis c'est dommage quand même, parce que Diego Rivera, voilà quoi, c'est... Comment dire, c'est un mec trash quoi. Donc c'est vrai que des fois en lisant, je me disais j'aimerais bien quand même qu'on parle moins de lui, je préfère Frida Kahlo à lui, j'aimerais plus la voir elle. Mais c'est quand même un livre, je trouve que il met quand même beaucoup en avant Frida. Faut pas vous dire, je vais pas me lancer dans ce livre parce que ça parle que de Diego qui est Frida et dans son ombre.
Pas du tout. Je trouve que Claire Berès, justement, elle a bien réussi à bien mettre Frida Kahlo en avant. C'est vraiment elle qui est en avant. Mais c'est vrai que Diego Rivera, il est un peu trop là. On le voit un peu trop quand même. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus dans l'ombre, disons. J'aurais bien aimé qu'on voit plus les autres personnes avec qui Frida Kahlo a relationné. Parce qu'il n'y a pas eu que Diego Rivera dans sa vie. Il y a eu aussi d'autres personnes, et notamment des femmes. Et ça, Claire Berès, elle en parle pas. Alors attendez, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai lu. Est-ce que j'ai oublié? De mes souvenirs, il n'y a pas mention des femmes avec qui Frida Kahlo a relationné. Et ça, je trouve que ça manque quand même. Un autre aspect que j'ai trouvé dommage, c'est que je trouve que la fin va un peu trop vite. J'aurais bien aimé qu'elle prenne plus son temps, parce que le livre, de manière générale, il prend assez son temps. On suit vraiment Frida Kahlo au fur et à mesure des années. Mais par contre, les dernières années, elles sont résumées en quelques pages. J'ai pas compris pourquoi d'un coup, on prend son temps et d'un coup, on va super vite. C'est un livre que je vous recommande chaudement. Et je trouve... Alors après, il y a peut-être des choses... qui sont à redire, qui auraient pu être plus approfondies, mais je trouve quand même que c'est un très bel hommage à Frida Kahlo et j'ai été ravie de la découvrir et de la redécouvrir dans ce récit où elle m'est apparue tellement là, tellement présente, tellement vivante, et ça m'a fait trop plaisir de marcher à ses côtés pendant ma lecture de ce livre. Ça y est, on arrive au numéro 4, donc là on arrive à la crème de mon année 2025, et en vrai maintenant que j'y pense, le numéro 4 peut être échangé avec le numéro 3. La 4e place de mes meilleures lectures de l'année 2025 est attribuée à Minuit passé de Gaëlle Genillet, qui est encore une fois une bande dessinée. En 2025, je suis revenue vivre dans une grande ville et donc j'ai pu m'inscrire à des médiathèques gratuites. Incroyable, gratuite même toute l'année, pas juste la première année d'inscription, non, tout le temps, toute la vie. Donc incroyable, donc j'ai pu emprunter pas mal de bandes dessinées et j'en suis ravie parce que, comme vous pouvez le remarquer dans cette vidéo, j'ai fait de magnifiques découvertes, dont Minuit passé de Gaëlle Genillet. Pour résumer Minuit passé, je dirais que Gaëlle Genillet s'empare du concept de la maison hantée et du fantôme qui hante la maison hantée pour en faire une histoire mélancolique et nostalgique sur le temps qui passe et le rapport à l'enfance. On suit l'histoire de Guerlain et de son fils Nice qui revient dans la maison de son enfance, là où il a vécu quand il était petit avec sa famille. Et voilà, je n'en dirai pas plus. L'histoire, elle est poétique et envoûtante en même temps, et elle est tellement empreinte de mélancolie et de nostalgie. Et je dirais aussi que c'est une bande dessinée qui est atmosphérique, mais en même temps, c'est pas que atmosphérique, il y a quand même des actions, il y a quand même une histoire, un fil rouge. On se retrouve dans cette maison avec une ambiance à la fois gothique et douce, et surtout, je trouve que la grande force du travail de Gaëlle Genillet, parce que j'ai aussi retrouvé ça dans son autre BD, Le Jardin Paris, je trouve que sa grande force, c'est ses personnages. Elle arrive à construire des personnages qui, en quelques pages, nous paraissent tellement réels, tellement humains. Les personnages, ils sont tellement attachants. On s'attache à eux en 2 secondes. Et aussi, Gaëlle Genillet, je trouve qu'elle est très forte pour amener des relations qui sont tellement pleines de tendresse et touchantes, et notamment aussi dans Le Jardin Paris, qui est une lecture là, que j'ai faite en 2026, donc je ne vais pas vous en parler encore, mais... Et là, dans Minuit passé, la relation entre Guerlain et son fils... Mais c'est si tendre, c'est si doux, c'est si bienveillant. Je vais pas en dire trop, mais il y a aussi d'autres personnages de la famille de Guerlain qui apparaissent et leur relation, c'est tellement tendre et bienveillant. Et aussi, l'un des plus gros points forts de cette bande dessinée et du travail de Gaëlle Genillet, tout simplement, c'est les dessins. La mise en page du récit aussi, je trouve que ça appuie tellement bien le côté victorien, doux et mélancolique du récit, et les couleurs aussi, j'ai trouvé les couleurs, la gestion des ombres, de la lumière, etc. Je trouvais ça tellement beau, c'est juste un délice à voir et à lire, et en même temps c'est tellement... C'est doux et en même temps c'est mélancolique et triste. Moi c'est totalement mon genre de truc. Je dirais qu'il m'a peut-être manqué quelques pages de plus ou un petit rebondissement en plus pour que ce soit un véritable coup de cœur, mais c'est quand même un coup de cœur. Et surtout à la fin j'ai lâché quelques larmes par rapport aux corneilles. Voilà, si vous avez lu jusqu'à la fin, il y a un truc écrit sur les corneilles à la fin et je sais pas pourquoi ça m'a... Vraiment j'ai pleuré. Et aussi je pense que ça fait partie en quelque sorte de ces œuvres qu'il est important de plus ressentir que de comprendre. Alors après, c'est pas comme Adieu mon royaume. Je trouve que c'est quand même une BD, tu vois l'histoire, tu comprends les enjeux, etc. Mais c'est vrai qu'à la fin, je trouve que c'est une BD, en fait, tu peux te faire ta propre interprétation. Et en même temps, l'interprétation est quand même assez claire, je trouve. Mais dans les détails, en fait, c'est toi, ta sensibilité, ton expérience, ton vécu
tu vas t'en faire ta propre interprétation en fait. Et c'est pas grave si tu comprends pas tout en fait. Et peut-être qu'à chaque lecture que tu peux faire de cette BD, tu peux en avoir une interprétation différente. Et en tout cas en nuances. Et voilà, moi je trouve que c'est une BD qui est vraiment magique, qui est vraiment magnifique. Et je l'ai conseillé à je sais pas combien de personnes depuis que je l'ai lu. Là, je pense dans mon groupe d'amis, j'en ai parlé à tout le monde. Ça y est, on rentre enfin dans le vif du sujet, dans le top 3 de cette vidéo. Alors, comme je vous ai dit, Minuit passé est un peu interchangeable avec le livre que j'ai mis en 3e position. En fait, ce livre que j'ai mis en 3e position, il m'a moins marqué dans le temps que Minuit passé, mais l'expérience de lecture a été incroyable. J'ai dévoré ce livre du début à la fin, et donc c'est pour ça que je l'ai mis en 3e place. Ce livre, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. Et sincèrement, je suis la première étonnée que ce livre fasse partie de ce top parce que c'est pas du tout mon genre de lecture habituellement. Enfin, pas du tout. J'abuse un peu. Je peux lire ce genre de livre, mais c'est vrai que c'est pas le genre de livre vers lequel je me porte le plus souvent et surtout, je n'aurais pas cru qu'il fasse partie de mon top de mes lectures préférées de l'année. Et pourtant c'est le cas. Dans La dernière allumette, Marie Vareille aborde le sujet des violences conjugales et de la maltraitance infantile au travers de l'histoire d'un frère et une sœur, Gabriel et Abigail. Et il y a aussi d'autres personnages et surtout il y a une construction dans l'histoire avec plusieurs temporalités et surtout il y a plusieurs rebondissements au fur et à mesure de l'histoire où machin on croit que c'est machin puis en fait c'est machin. Si ce livre est aussi haut dans mon top, c'est parce que je suis très vigilante face aux œuvres qui parlent de maltraitance infantile et de maltraitance intrafamiliale, de violence intrafamiliale. C'est un sujet auquel je suis sensible et que j'ai vécu moi-même. Voilà. J'ai pu lire des œuvres qui en parlaient très mal. Et c'est quelque chose qui m'agace, qui m'énerve profondément. Et surtout, ça se voit quand les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Et là, Marie Vareille, je ne sais pas si elle l'a vécu, je connais pas son histoire, je la connais pas personnellement. Je ne sais pas si elle a vécu des maltraitances infantiles, mais en tout cas, j'ai trouvé que le sujet était hyper bien traité dans le livre, qu'il était traité avec beaucoup de justesse et de sensibilité et de vulnérabilité. Et je me suis retrouvée dans tellement de réflexions, de phrases et de pensées des deux personnages principaux. L'écriture de Marie Vareille est simple, elle va utiliser des termes simples, des mots simples, et pourtant elle véhicule tout ce que ça fait d'être un enfant maltraité et de vivre dans un contexte familial de violence quotidienne. Marie Vareille, dans ce livre, elle m'a offert un très beau cadeau, c'est-à-dire qu'elle m'a offert un sentiment de légitimité, étant donné que je me suis retrouvée dans l'histoire de Gabriel et Abigail, même si on n'a pas du tout le même contexte familial, même si on n'a pas vraiment, c'est pas les mêmes enjeux, mais je me suis quand même retrouvée en eux, je me suis quand même retrouvée dans leurs émotions, dans les réflexions qui sont menées, et oui, je me suis sentie moins seule, je me suis sentie légitimée dans ce que je ressentais et dans ce que j'avais vécu. Et c'est fort quand un livre te donne ce sentiment. Et donc, aussi, j'ai envie de le recommander parce que, pour une personne qui a vécu des violences intrafamiliales, je peux vous dire que ce livre en parle très bien. Alors, est-ce qu'il dit tout Pas forcément. Il y a évidemment le sujet, il peut être approfondi de 1000 manières. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être dites. Et puis surtout, toute personne vit les choses différemment, toute personne a un contexte familial différent, donc évidemment il y a des choses qui vont changer. Mais je pense qu'il y a quand même des choses là-dedans qui sont quand même, par exemple par rapport à la notion de pardon, etc. Et ça notamment, parce que moi la notion de pardon c'est quelque chose... j'ai pu lire des livres où, ouais, dire pardon c'est bien pour avancer et tout ça. Moi c'est quelque chose auquel je ne suis pas du tout en accord. Et le livre traite hyper bien la question du pardon, j'ai trouvé. En tout cas, si je m'en souviens bien. Mais je pense que oui, parce que je lui ai quand même mis 4 étoiles, sinon j'en aurais pas mis. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le mettre en avant. Si vous voulez lire un livre qui parle vraiment bien des maltraitances infantiles et familiales, si c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu et vous avez envie d'en savoir plus, bah franchement, je vous conseille ce livre. En tout cas, voilà, vous avez ma validation. En tout cas, moi, je trouve, par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience, par rapport à mon ressenti, que c'est un livre qui en parle bien. Même au-delà de cet aspect, je trouve que La dernière allumette, c'est un livre qui est hyper addictif. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment un livre que j'ai dévoré. Je l'ai écouté en livre audio et les 2 dernières heures, j'écoute les livres audio, je fais autre chose en même temps, mais là, je me suis arrêtée de faire mes choses, je me suis juste posée sur mon canapé et j'ai écouté les 2 dernières heures comme ça. C'est vous dire à quel point c'est addictif quand même. Et oui, d'ailleurs, je tiens à le dire que je l'ai lu au travers d'un livre audio narré par Caroline Tillette et Renaud Bertin, que j'ai trouvé excellent. Ils m'ont vraiment porté dans la lecture, ils étaient vraiment vivants. Ce livre comporte des petits retournements de situation, des petits plot twists
Et forcément, ça donne à ce livre un effet palpitant, où déjà que l'histoire est prenante, on a encore plus envie de tourner les pages, et je me suis même construit des petites théories de qui est qui, qu'est-ce qui se passe. J'avais quand même des points négatifs à souligner, parce qu'évidemment, qui suis-je si je n'ai pas des choses négatives à dire. Dans les faits, j'ai très peu de choses à reprocher à ce livre, que je trouve vraiment excellent, que ce soit en termes de construction d'histoire, mais aussi sur ce qu'il dit, sur les messages qui sont véhiculés. Mais je pense qu'il aurait pu être encore mieux, et notamment, j'ai trouvé dommage que le profil d'homme violent dans ce texte soit toujours le même. Dans ce texte, il y a 2 hommes violents, et ces 2 hommes ont le même profil, et notamment dans le fait que quand ils se retrouvent confrontés, ils se répandent en excuses. Et moi j'aurais bien aimé qu'il n'ait pas le même profil, qu'il y en a un qui réagisse d'une telle manière et l'autre d'une autre manière, parce que ça aurait permis de montrer que les hommes violents, c'est pas tous les mêmes, ils ont pas tous le même profil, ils sont pas tous violents pour les mêmes raisons, ils sont pas tous violents de la même manière, et surtout, ils s'excusent pas tous. Il y en a qui vont pas se rendre compte de ce qu'ils ont fait, ou alors qui vont trouver ça normal de taper leur gamin. Je trouve que ça aurait était plus juste et plus pertinent de montrer différents profils d'hommes violents pour montrer que voilà, il n'y a pas qu'un seul profil d'hommes violents, tout comme d'hommes qui font des violences, des VSS. Il n'y a pas qu'un seul profil type, et tous sont différents et tous vont réagir d'une manière différente, et je trouve que ça aurait été pertinent de le montrer. Et aussi, petit point qui m'a déçu et pour lequel je suis pas 100% en accord, mais en même temps je comprends qu'on soit pas 100% d'accord avec moi non plus. Gabriel, qui est donc une fois adulte, qui est donc un enfant qui a subi de très fortes violences intrafamiliales, il va vouloir forcément se venger. Dans les réflexions du personnage, c'est dit que sa quête de vengeance, c'est comme reproduire le schéma des hommes violents et donc de son père qui était maltraitant et violent. Moi je suis pas vraiment d'accord avec l'idée de comparer la violence d'un garçon qui a été maltraité pendant des années et la violence d'un homme qui est manipulateur et toxique. J'aurais bien aimé que Marie Vareille apporte peut-être un peu plus de nuances, en mode bon, je peux comprendre que Gabriel d'un coup il se dise ah mais si je fais ça je vais reproduire les mêmes choses qu'a fait mon père. Mais en même temps, j'aurais bien aimé que ce soit dit, en fait, t'es maltraité, t'es traumatisé, c'est normal que tu souhaites te venger, en fait, c'est juste humain. Et là, c'est pas trop montré comme ça, c'est plus montré en mode, ah, moi aussi, je suis un homme violent, en fait, au final, et non. Ce que je dirais aussi, c'est que parfois, le récit tire un peu en longueur, notamment, il y a des moments qui partent un peu dans un côté mystique, notamment... Alors, je vais pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais dans les chapitres d'Abigail, il y a un délire d'arborescence. Je vous ai quand même dit des petits points négatifs qui m'ont chagriné, que j'ai trouvé dommage, mais en vrai on s'en fiche. Ça reste un livre que je vous recommande chaudement, qui déjà est prenant, mais en plus de ça, il est juste, il est sensible, il traite de thématiques tellement importantes avec tellement de justesse et de délicatesse. Ensuite, pour mon deuxième livre préféré de l'année, je pense que vous vous doutez peut-être de ce qui va arriver, parce que c'est une saga, et chaque année, dans mon top de l'année, figure un tome de cette saga, parce que c'est la saga de ma vie, c'est devenu l'une de mes œuvres préférées. Je parle évidemment de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, et en 2025 j'ai lu le tome 3, Celle qui fuit et Celle qui reste, qui encore une fois a été une merveille et une de mes œuvres préférées en fait, parce que c'est L'Amie prodigieuse. Évidemment il s'agit d'un tome 3, donc je ne vais pas me permettre de vous faire un résumé parce que je veux que vous découvriez cette œuvre. En tout cas, ce que je peux vous dire de manière générale, c'est que dans L'Amie prodigieuse, vous pouvez suivre le destin de 2 filles qui deviennent des adolescentes, puis des femmes qui s'appellent Elena et Lila et qui vivent dans le même quartier très pauvre et ouvrier à Naples. Et ça se passe entre les années 40, 60 et après dans le tome 4, plus loin, mais je ne l'ai pas encore lu donc je ne sais pas encore. Donc c'est vraiment le genre d'œuvre comme je les aime, sur plusieurs années où on suit vraiment l'histoire de 2 personnes de leur enfance jusqu'à bien plus tard. Et en plus, au-delà de suivre le destin d'Elena et Lila, on suit aussi le destin de toutes les personnes de ce quartier, de tous les membres de leur famille, de tous leurs amis. C'est vraiment la vie de toutes ces personnes. C'est une œuvre tellement riche qui, au fil des tomes, explore la relation entre Elena et Lila, qui est une relation tellement complexe et qui représente tellement bien ce que peut être la relation entre les femmes des fois, entre
l'admiration, l'amour et la tendresse, et en même temps qui est aussi marquée par une forme de rivalité, parce que Elena et Lila, vous pourrez le voir, elles n'ont pas du tout le même chemin de vie, et forcément il y a une forme de rivalité, mais qui n'est qu'une résultante de la société dans laquelle elles vivent, de leur précarité et aussi de leur rapport aux hommes. J'ai jamais lu une œuvre qui parle aussi bien des relations entre les femmes, qui les explore avec autant de justesse et de vulnérabilité, et c'est cru, c'est violent même parfois, et j'ai jamais lu une œuvre qui parle aussi bien de ce que c'est la précarité. Au fil des tomes, on suit la vie des personnages et on voit l'impact qu'a le patriarcat et aussi leur précarité, leur travail sur leur corps, sur leur identité et sur leur vie, et c'est écrit d'une manière si simple et en même temps si majestueuse et juste, emplie de justesse et en même temps c'est en une phrase. En fait, Elena Ferrante, elle parvient à te faire ressentir tellement d'émotions, un déluge d'émotions. Pour l'instant, j'ai lu 3 tomes, il y en a 4 en tout, et ces 3 tomes, je les aime tous pareils, mais pour des raisons totalement différentes, parce que ces 3 tomes, dans les faits, les thématiques, les personnages, ce sont les mêmes, mais on va beaucoup plus loin dans la réflexion. À chaque fois, les thèmes sont beaucoup plus approfondis. Et puis, je dirais aussi que chaque tome a sa patte, a son âme, et a aussi ses thèmes de prédilection. Et notamment, la dimension sociopolitique est toujours un fil rouge de L'Amie prodigieuse. Dans chaque tome, il y a un prisme et une dimension sociopolitique qui est très forte. Mais dans le tome 3, c'est encore plus fort et c'est encore plus à vif. Dans ce tome 3, on arrive dans les années 60 et on suit des personnages qui commencent à travailler à l'usine et qui découvrent les conditions de travail pénibles et totalement précaires de ce type de travail, et qui commencent à découvrir la lutte prolétaire, la lutte ouvrière. Et c'est l'un des thèmes majeurs de ce tome, et notamment dans la grande première moitié. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce tome, et ce qui a su parler et toucher mon cœur, c'est que Elena Ferrante, elle parle de lutte des classes, elle parle de syndicalisme, elle parle de mouvement de protestation, elle parle de transfuge des classes, elle parle de conscience de classe, et surtout, elle le fait avec tellement de subtilité et de nuances. Et quand je parle de subtilité et de nuances, c'est que je trouve que dans ce tome, Elena Ferrante, elle parle de la bonne conscience, notamment des personnes de gauche, mais qui viennent de milieux bourgeois et très favorisés, et qui ne se rendent pas compte que des fois, leurs actions, en fait, ils pensent aider à émanciper les personnes les plus précaires et les personnes les plus défavorisées au travers de leurs actions. Mais en fait, au final, c'est juste de la bonne conscience. Et on voit à quel point ils ont envie d'aider, à quel point ils pensent que leurs actions sont bonnes, mais ils ne se rendent pas compte, et surtout, parfois même, ils nient que leurs actions, au final, n'arrangent pas du tout la situation de ces personnes-là, même si ces personnes-là leur disent. Notamment, pour illustrer ça, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée dans ce tome. Mais en réalité, elle aimait mieux me sauver que m'écouter. Et vraiment, mais Elena Ferrante, mais tellement banger. L'un des personnages principaux, je n'en dis pas trop parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ce qui arrive au personnage, donc je vais pas dire qui est dans cette situation. Mais il y a un personnage qui est clairement un transfuge de classe, et qui vient d'un milieu très pauvre, très ouvrier, très précaire, et qui devient une bourgeoise. Elena Ferrante, elle montre bien les différents degrés, les différentes couches de précarité et de richesse qu'il existe dans la société, et elle montre à quel point ces différences, parfois si infimes, elle montre vraiment l'impact de ces différences dans le quotidien des personnages, dans leur dynamique, dans leur manière de relationner entre eux. Et aussi dans ce tome, les personnages féminins découvrent le féminisme. Il était vraiment grand temps. Encore une fois, et je n'en doutais pas, Elena Ferrante a fait fort avec ce tome-là. Il est tellement riche. Donc il y a toutes les thématiques sur la lutte des classes, le syndicalisme, les mouvements de protestation, le transfuge de classe, toutes ces thématiques-là qui sont abordées, mais on parle aussi de conditions des femmes. Et il y a tellement de sujets qui sont abordés, que ce soit la maternité, le désir féminin qui n'est pas pris en compte, l'emprisonnement des femmes dans leur rôle d'épouse et de mère, et leur emprisonnement au sein du patriarcat. Encore une fois, dans ce tome-là, il y a des scènes très dures, très violentes, très tristes, et en même temps, elles découvrent le féminisme, ces femmes. Elles découvrent que, en fait, ce qu'elles vivent, c'est pas normal, et qu'en fait, elles sont plusieurs à vivre ces choses-là, et elles découvrent la contraception, elles découvrent plein de choses, et ça fait que c'est un tome quand même
qui a quand même beaucoup d'espoir et beaucoup de joie dans cette émancipation-là et dans cette forme de prise de liberté. Et en même temps, on voit à quel point elles sont toujours assujetties au patriarcat et à leur rôle d'épouse, de mère. Je dirais que la seule chose qui fait que ce tome n'est pas absolument parfait à mes yeux, c'est que dans la deuxième moitié, il y a pas mal de longueur et des choses qui sont répétées et qui tournent en rond. Mais en même temps, c'est pour illustrer le quotidien du personnage qu'on suit. C'est comme pour faire vivre aux lecteurs et aux lectrices ce que vit la narratrice, cet enfermement dans son rôle d'épouse et de mère, la répétition de ses tâches. Elle aussi, elle tourne en rond dans son appartement, dans le ménage qu'elle doit faire, dans les mêmes tâches qui se répètent chaque jour. Et c'est pour ça aussi que la narration tourne en rond. Et donc oui, il y a une forme de longueur, mais en même temps, ça nous montre tellement ce qu'elle vit. Que dire de plus? C'est l'amie prodigieuse. Comme les deux autres tomes, c'est aussi intime que politique. C'est fort, c'est violent et c'est beau à la fois. Et surtout, il y a tellement de couches et de couches d'analyse. Et c'est tellement subtil et tellement nuancé et en même temps tellement fort que ce soit au niveau individuel et au niveau collectif, que ce soit au niveau intime autant qu'au niveau sociopolitique. Surtout, je profite de ce segment pour saluer le travail d'Elsa Damien, qui a traduit toute la saga de l'amie prodigieuse, et je trouve qu'elle a fait un travail prodigieux, parce que je ne sais pas ce que vaut l'écriture. Je ne pourrai jamais vous décrire la plume d'Elena Ferrante parce que je lis une traduction, mais je trouve qu'Elsa Damien, elle a vraiment fait fort, parce que je trouve que les mots sont vraiment bien choisis, et en quelques mots, je comprends tout ce que Elena Ferrante a voulu faire passer comme message, avec des phrases et des mots très simples. Il me reste donc le tome 4 à lire, mais étant donné que c'est le dernier, je vous avoue que je suis dans le déni. Je sais pas si vous connaissez le mème avec Adèle qui ignore la caméra. Et ben c'est moi avec le tome 4 de l'amie prodigieuse, l'enfant perdu qui m'attend dans ma bibliothèque. Je l'ignore depuis l'année dernière. Franchement, si c'était pas le dernier, je l'aurais lu depuis longtemps. Mais comme c'est le dernier, comme après, je quitte les personnages et comme j'ai peur de la manière dont ça va se terminer, mais bon, je lis un tome par an. Et donc là, nouvelle année, et bien nouveau tome de l'amie prodigieuse, mais donc ça signifie que je vais terminer la saga. Ça y est, je vais enfin vous parler de ma lecture préférée de cette année 2025, et pas des moindres, parce que cette œuvre fait maintenant partie de mes œuvres préférées du monde entier. C'est un livre qui m'a tellement touchée au plus profondément de mon cœur et qui m'a tellement parlé, qui a parlé à mon âme, en fait, tout simplement. Je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'ai emprunté à la médiathèque, donc vive les médiathèques. C'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Je sais que j'arrive après la guerre parce que cette BD est sortie en 2017, 2018, waouh, je sais même plus, la fausse fan. Dans Ces jours qui disparaissent, on suit le personnage de Lubin, qui est un jeune acrobate qui fait partie d'une troupe. Un beau jour, Lubin va se réveiller et il va se rendre compte que il n'a pas vécu la veille. Il a fait un blackout. Et au fur et à mesure du temps, il va se rendre compte qu'il ne vit qu'un jour sur deux. C'est-à-dire que il vit la journée du lundi et le soir il va se coucher et le lendemain quand il se réveille, on est mercredi. Et je n'en dis pas plus parce que après ça va plus loin, même beaucoup plus loin, mais c'est mieux de découvrir. Timothée Le Boucher, de manière générale, je pense que c'est bien de se lancer dans ses œuvres sans trop savoir. Par exemple, j'ai lu 47 cordes là en début d'année. Franchement, je savais des mots-clés sur cette œuvre et ça m'a permis de découvrir des choses tellement succulentes. C'est à la fois un thriller psychologique et en même temps, c'est une œuvre tellement mélancolique et touchante et émouvante sur le temps qui passe et sur nos relations aux autres. Et ce mélange des deux se complète et se marie tellement bien. Tout ça, ça forme une œuvre qui est tellement entraînante, avec une première moitié où on découvre les indices au fur et à mesure, qui est très intrigante. Et dans la deuxième moitié, c'est juste de la mélancolie et de la beauté et de la nostalgie pure. Avec cette œuvre, Timothée Le Boucher, il a vraiment parlé à mon âme, parce que je suis quelqu'un de très touchée et très affectée par le temps qui passe, par la mort et par la thématique des personnes qui se retrouvent après un long moment
sans se voir. Ça, c'est le genre de thématiques qui me détruisent quand je les vois et quand je les vis et quand je les lis. Et là, dans cette œuvre, bah, c'est ça. Et, et donc je me suis retrouvée pendant la deuxième moitié du livre à ne faire que pleurer. C'est-à-dire que j'étais en pyjama en train de terminer cette BD et vraiment le haut, ça va peut-être pas être très glorieux, hein, mais le haut de mon t-shirt était trempé de larmes tellement je me noyais dans mes larmes. Il y a notamment un moment où une révélation nous est faite et à ce moment-là, j'ai vu flou, je voyais même plus, je n'arrivais même plus à lire, tellement j'étais en pleurs. Et il y a plein de moments au cours de cette deuxième moitié où je me suis dit mais je vais arrêter. Parce qu'en fait je souffrais trop, on s'attache tellement aux personnages et surtout parce qu'ils paraissent tellement réalistes. Dans Ces jours qui disparaissent mais également dans 47 cordes, Timothée Le Boucher il illustre des groupes d'amis et ces groupes d'amis t'as l'impression d'y être, t'as l'impression d'être avec eux, de vivre les choses qu'ils vivent parce qu'ils ont l'air tellement réalistes. Quand je dis il illustre, c'est pas seulement le dessin, mais c'est la représentation qu'il en fait. Les dialogues sont tellement réels, les blagues qu'ils se font entre eux, leur manière de parler, t'as vraiment l'impression d'être avec ton groupe de potes. Et donc forcément, les choses qu'ils vivent, moi j'avais l'impression de les vivre avec eux. Et Lubin, mais j'avais l'impression de vivre ce qu'il vivait parce que le récit était construit d'une manière tellement ingénieuse et forte où vraiment tu as l'impression de vivre ce qu'il vit et c'est juste tellement déchirant à vivre et d'autant plus si vous êtes comme moi touché par toutes ces thématiques de temps qui passe et de mort, si vous êtes une personne très nostalgique, je vous préviens, ça va vous détruire. Et en fait, j'allais vous dire, j'espère que ça va vous détruire parce que moi, c'est une œuvre qui m'a bouleversée et qui m'a chamboulée. Et en même temps, je suis contente. Vous savez, c'est toujours ce genre d'œuvre où ah, ça m'a fait souffrir, tiens, je te la recommande. Ben moi, c'est exactement ça avec Ces jours qui disparaissent. Ça m'a fait souffrir, mais qu'est-ce que c'était bien et qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est cathartique de voir des œuvres comme ça qui explorent nos peurs et qui les traitent avec tellement de. avec un peu d'espoir et en même temps, c'est Timothée Le Boucher, donc l'espoir, elle est quand même minime. À un moment dans la BD, on voit le jouet d'un chien derrière une vitrine. Si vous l'avez lu, vous voyez sûrement de quel passage je parle. Et ben, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pleurer. Et après, jusqu'à la fin, je me suis pas arrêtée. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur un sujet qui me semble important parce que j'ai vu plusieurs avis de personnes sur cette BD qui trouvent que c'est une mauvaise représentation du trouble de l'identité. Évidemment, je ne suis personne pour dire que ces personnes n'ont pas à être blessées par ça. Si elles ont été blessées, c'est comme ça et c'est important de le dire. Mais je voulais juste dire que pour moi, Timothée Le Boucher, il n'a pas du tout créé cette histoire pour faire une représentation du TDI. Son inspiration pour créer cette histoire est tirée de sa propre expérience quand il est sorti de son école d'art et qu'il s'est retrouvé face à deux chemins entre soit je me lance pleinement dans la bande dessinée, quitte à ce que ça ne fonctionne pas et que je me retrouve dans une situation précaire, ou alors je me lance dans un travail beaucoup plus viable et accepté par la société. À un moment dans l'histoire, Lubin va voir une psy pour lui raconter ce qu'il est en train de vivre et la psy lui mentionne le TDI. Mais pour moi, c'est vraiment placé parce que ce livre, ça reste du réalisme magique en quelque sorte. Et donc, il faut l'ancrer dans la réalité. Et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'on est attaché aux personnages, c'est parce qu'ils sont vraiment ancrés dans la réalité, ils ont l'air réalistes. Et donc forcément, il y a cette interaction avec cette psy qui est ancrée dans la réalité. Et cette psy, forcément, face à la situation, elle lui parle du TDI. Mais pour moi, le thème de l'histoire, c'est surtout fantastique et c'est surtout une métaphore. C'est vraiment une métaphore et une illustration de ce déchirement quand on ne sait pas quel chemin de vie prendre. Pour moi, ce récit, il a vraiment cette dimension fantastique qui est une métaphore de ce qu'on peut toutes et tous vivre dans la société et dans notre vie. La base du récit, et même au travers des interviews, c'est ce que j'ai ressenti de la part de l'auteur, ce n'était pas du tout de faire une BD sur le TDI. Si les personnes ont ressenti un quelconque malaise, une quelconque blessure face à la BD, je ne suis personne pour leur dire qu'elles ont tort, mais ça me semblait quand même important
d'apporter cet aspect-là, où vraiment cette BD avant tout c'est une métaphore et ça a une dimension fantastique. Et ce que je trouve très fort aussi avec cette bande dessinée, c'est que pour moi, on peut en faire une analyse sociopolitique. Bon après, je fais toujours des analyses sociopolitiques de toutes les œuvres qui me tombent sous la main. Après c'est aussi parce que tout est politique, hein, on n'oublie pas. Mais pour le coup, Ces jours qui disparaissent, pour moi, c'est vraiment ça, parce que cette BD, c'est vraiment POV, un macroniste vole ta vie. Le personnage qui est un artiste se fait annihiler et voler sa vie par un personnage qui, lui, est clairement une représentation des grosses entreprises qui font du profit, du capitalisme. En fait, en quelque sorte, c'est un personnage qui a une vie bien rangée. On le voit au travers de sa carrière, même de ses tenues. Il représente vraiment ce carriériste de droite, quoi, clairement, qui va voler la vie de l'artiste et ah mais toi tu fais tes petits spectacles, moi ma vie elle vaut mieux que la tienne, moi ma carrière et ma vie je mérite de vivre, alors que toi tes petits spectacles à la con ça sert à rien, toi tu fais pas d'argent. C'est vraiment la métaphore de la société qui montre que les artistes sont mis de côté pendant qu'on met en avant ceux qui rapportent de la production et des gains à la société. Et nous, en tant que lecteur, on est du côté des artistes dans le récit et on voit à quel point ils s'apportent tellement de choses et ils s'apportent tellement de choses entre eux et ils parlent du fait qu'ils sont dans des situations précaires, ils parlent de leur spectacle et ils sont... On suit ces personnages tellement beaux, tellement merveilleux mais que le monde laisse de côté en fait à l'image de Lubin à qui sa vie est totalement volée et mise de côté et... C'est tellement fort. Ça y est, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai enfin présenté ces lectures qui ont fait battre mon cœur en cette année 2025. J'espère que vous avez trouvé des recommandations dans cette vidéo. J'espère que il y a certains titres où vous vous êtes dit direct ça part en wishlist, direct je pars en librairie ou en bibliothèque pour me procurer ce livre. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me ferait amplement plaisir. Et si jamais vous avez lu l'un de ces livres, que vous l'ayez aimé ou pas aimé, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Comme je dis souvent, si je parle sur YouTube, c'est pour le partage, donc n'hésitez pas à me partager vos avis sur ces différents livres et aussi à me faire des recommandations, parce que là je vous ai cité que des œuvres que j'ai énormément aimées, donc vous avez une porte entrouverte sur mes goûts, donc si vous avez un titre en tête où vous vous dites ah là par rapport à ce qu'elle dit ça pourrait lui plaire, eh bien par pitié mettez-le moi en commentaire. Et d'ailleurs j'oublie l'une des choses les plus importantes, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire vous quelles sont vos œuvres préférées de cette année 2025, quels sont les livres qui vous ont le plus marqué, le plus touché. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai aussi oublié de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos de ce genre, à liker la vidéo, à la commenter. Bref, vous connaissez la chanson. À bientôt. Read about it in a book when I was a precocious child. No mid-sized city hopes or small